Sayers has been missing since August 1st after setting out on a solo hike in a remote area of the Vesper Peak. That's about 75 miles outside of Seattle. Her mother said on social media that the family remains hopeful of a safe return, even though she hasn't been heard from in a week. Her boyfriend, Kevin Dares, also using Facebook to announce a $20,000 reward fund for anyone who locates Sayers, who graduated from nearby SUNY Fredonia in 2013. C'est un terrible et effroyable drame humain que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Un drame qui a entraîné la disparition inexpliquée à ce jour d'une jeune femme de 27 ans, une Américaine pleine de vie et de joie au moment des faits. Cela s'est passé au tout début du mois d'août 2018, dans l'État américain de Washington, au nord-est du pays donc, à Vesper Peak, que nous appellerions en français correctement traduit le pic des Vêpres, tout près du site remarquable des North Cascades Mountain, Mount Baker Smokeley National Forest. Au vu des quelques éléments d'enquête dont nous disposons, des témoignages des randonneurs interrogés par les secouristes, mais aussi de ceux de ses amis, de tous ceux qui la connaissaient bien, essayons donc de retracer aussi précisément que possible la chronologie de ce jour où la jeune femme a disparu, subitement et de façon inexpliquée et très inquiétante. Aloha, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une disparition très inquiétante, celle de Samantha Claire Sawyers. Nous sommes dans l'État de Washington, comme dit dans le grand nord-est américain. Et une fois n'étant pas coutume, il y fait très beau en ce mercredi 1er août 2018. C'est le plein été. Chaleur, soleil, douceur se partagent de la faveur des nombreux randonneurs qui évoluent ce jour-là dans les North Cascades Mountain, situés dans la forêt nationale du mont Baker Smokeley. Le Vesper Peak, ce fameux pic des Vêpres, est un sommet culminant à 6221 pieds, soit une altitude de 1896 mètres, dans le massif des North Cascades. Le pied du sommet et des deux voies principales tracées pour pouvoir y accéder est situé à 18 miles, soit 30 km au sud de la petite ville de Darrington. Notons ici, pour les spécialistes de la montagne et de l'escalade, que ces douces pentes orientées plein sud et sud-est contrastent nettement avec une face nord plus abrupte, très pure, pas du tout striée, et qui, de ce fait, offre un excellent itinéraire technique, de quoi faire plaisir aux plus exigeants. Et justement, deux des moyens les plus populaires et les plus communément utilisés pour atteindre le sommet de Vesper Peak sont le Sunrise Mine Trail, traduisons par la mine du lever du soleil, que Samantha, mais appelons-la désormais Sam pour plus de commodité et de facilité, a pris quant à elle le Vesper Peak Trail, un peu moins apprécié. L'endroit est couru de tous les amateurs de randonnée et de grandes marches sportives, qu'ils soient américains ou étrangers, notamment pour la beauté exceptionnelle du site lui-même et ses paysages à couper le souffle. C'est bien le cas en ce mercredi ensoleillé, et la jeune Samantha Claire Sawyers, âgée de 27 ans, communément surnommée Sam par tous ses amis, sportive confirmée, n'échappe pas à la règle.
Ce jour-là, elle accomplit seule une randonnée qu'elle avait planifiée de longue date et qui lui tenait à cœur. Elle sait que le chemin d'accès au Sunrise Mine Trail, la voie dite de la mine du lever du soleil, fait 8 km en tout et qu'il lui faudra, à elle, bonne marcheuse bien équipée, pas moins de 4h30, voire peut-être même 5 heures d'escalade avant d'arriver au sommet. C'est un sentier fréquenté et tout particulièrement apprécié pour l'observation des oiseaux, qui y nichent en grand nombre, entre le mois de juin à novembre. La faune et la flore y sont riches et scrupuleusement préservées. Le sentier est tout de même classé difficile et exigeant sur tous les sites et dans tous les guides, mais cela aussi, Sam le sait. Jusqu'au mardi 30 juin 2018, Sam a bien sûr essayé de trouver un partenaire de randonnée pour son voyage planifié à Vesper Peak. Mais elle n'a trouvé personne qui soit disponible ou intéressé pour partir le lendemain matin. Qu'à cela ne tienne, et c'est déjà arrivé auparavant, Sam partira donc seule. Cela ne l'inquiète nullement, elle en a l'habitude. Elle partira tôt, prendra sa voiture personnelle pour couvrir l'heure et demie de route à faire, se garera sur le grand parc de stationnement qui mène aux voies d'accès, où elle trouvera de la place tout près si elle arrive tôt et partira à l'assaut de la montagne. Elle s'en réjouit déjà. On sait, au vu des éléments d'enquête consultés, que Sam a quitté l'appartement de Seattle, situé dans le quartier tranquille de Belltown, dans le comté de King, appartement qu'elle partageait avec son petit ami Kevin Darr, âgé lui de 33 ans, vers 8 heures du matin, le mercredi 1er août 2018. Kevin, qui travaille ce jour-là et n'a pas pu se libérer, la voit partir seule. Kevin lui enverra encore peu de temps après son départ un court texto pour qu'elle soit prudente et qu'elle l'appelle si elle avait besoin de lui. La réponse de Sam, qui s'est avérée être le dernier texto que Kevin recevra d'elle, disait en substance « D'accord bébé, je t'aime ». Il n'est pas 10 heures du matin. Toujours au vu des éléments d'enquête consultés, on sait que Sam n'est arrivé que vers 10 heures ce jour-là, au tout début du sentier de la voie dite Sunrise Mine, là où elle avait projeté de garer sa voiture. On sait aussi, avec certitude, qu'elle a signé le registre d'accès au sentier, utile à sa protection en cas d'incident ou de difficulté, et qu'elle a dès lors commencé sa randonnée. La voilà donc partie sac à dos, une veste marron encore sur les épaules, un pantalon de yoga gris et des chaussures de randonnée adéquates aux pieds. Elle porte également un chapeau de couleur beige pour se prémunir des insolations qui peuvent être fortes en cette saison et ses habituels bâtons de randonnée, ajustés à sa taille. Les dernières brumes sont déjà en train de se dissiper, notamment sur les sommets, avec la promesse d'une journée chaude très largement ensoleillée. Sam, qui a très rapidement réglé son souffle sur sa cadence de montée régulière, avance de façon méthodique, sans à-coups et rythmé. On saura encore, mais ce sera plus tard lorsqu'on s'inquiétera de son non-retour que Sam a bien atteint le sommet après avoir grimpé longuement sur les cailloux et radillons des parties terminales de cette voie d'accès, à travers les champs de rochers et les ultimes plaques de neige, quasi fondues, qui recouvrent encore ici et là toute une partie de la pyramide terminale et minérale du sommet de Vesper Peak, avec sa pointe triangulaire si distinctive. Toujours selon l'enquête ouverte suite à son non-retour, plusieurs personnes, tous des randonneurs, affirmeront avoir vu Sam qui se dirigeait vers Vesper Peak, sur le bon sentier. L'itinéraire emprunté était donc le bon. Un ultime témoin déclarera, quant à lui, l'avoir observé ensuite au sommet vers 15h30, tranquillement assise au sol, dégustant un sandwich et regardant d'autres randonneurs qui, eux, finissaient tous leur course. Elle aurait même échangé quelques mots avec certains d'entre eux. D'autres randonneurs, enfin, plus rares néanmoins, se souviendront avoir vu Sam curieusement dépouillé sur le haut du corps, jusqu'à laisser apparaître son soutien-gorge, photo à l'appui, ce qui est très étrange tout de même. Mais c'est bien Sam qu'ils ont croisé là-haut, car la jeune fille est aisément identifiable.
En effet, ayant souffert très jeune déjà, au lycée notamment, d'une alopécie, elle se rasait régulièrement la tête, ne supportant guère les perruques, jugée trop inconfortable. Elle portait également un tatouage distinct sur la tête, représentant un motif d'étoile et plusieurs piercings, eux aussi visibles. Comme convenu avec Kevin, avant le départ du matin, Sam avait projeté d'être de retour à la maison ce soir-là à 18h environ, en se donnant tout de même une petite marge d'une demi-heure à 1 heure, mais guère plus. Marge liée essentiellement aux conditions de circulation sur l'autoroute qu'elle emprunterait au retour. Mais l'échéance de 19h approche déjà. Le soir tombe gentiment sur la région, avec sa fraîcheur bienvenue, et Kevin Darr n'a toujours aucune nouvelle de Sam. Kevin s'interroge, car Sam est une fille très méthodique, très ponctuelle, très organisée. À chaque appel passé, il découvre que l'appel tombe de suite en messagerie. Sam ne répond pas. Il pense même que la région où est parti Sam pour sa randonnée n'est pas bien couverte en relais téléphoniques, ce qui n'est pas totalement faux. Mais les appels d'urgence passent tout de même, notamment le fameux 911. Et en cas d'urgence, il sait que Sam n'aurait pas hésité à les activer. De plus en plus inquiet, au vu des quarts d'heure qui défilent et du manque criant d'informations qui lui parviennent, Kevin décide alors de partir lui-même à la recherche de Sam. Précisons ici, pour être parfaitement explicite, qu'en France et plus généralement en Europe, nous aurions instinctivement, surtout en 2018, prévenu les secours, signalé la disparition comme pouvant être potentiellement inquiétante et demandé de l'aide. Ce n'est pas essentiellement pour des raisons d'organisation administrative et judiciaire en vigueur dans le pays, mais aussi pour des raisons culturelles, le cas aux États-Unis. Là-bas, on prévient souvent tard les forces de l'ordre et, de toute façon, elles n'interviendraient pas encore à ce stade du non-retour de Sam. Ceci peut donc expliquer cela. Et ne jetons nullement la pierre à Kevin pour son initiative. Il saute dans sa voiture et fonce sur les lieux de départ des randonnées. Mais arrivé sur place, après 21h, il se rend compte qu'il fait nuit noire. Pas question de s'aventurer loin et seul dans la montagne, même s'il a pris le soin de se munir d'une lampe de poche dans une station-service de l'autoroute. Ce serait carrément contre-productif et peut-être suicidaire. Ce qu'il a découvert en arrivant sur le parc de stationnement n'est pas fait pour le rassurer. Pas vraiment. Car la voiture de Sam, sa Ford Fiesta bleue, est sagement garée là, sans doute depuis le matin. Kevin vérifie, et comme il le pressentait, le moteur est froid, les portes sont verrouillées et l'intérieur ne présente aucun signe particulier ou anormal. C'est de plus en plus étrange, mais aussi de plus en plus inquiétant. Alors, n'écoutant que son courage et faisait délibérément fi de toute mesure de précaution, Kevin se lance quand même dans le sentier d'escalade. Il est fou d'inquiétude. Il lui faut, coûte que coûte, retrouver Sam. Il y a tout juste un petit clair de lune pour l'aider à s'orienter au départ du chemin. Il est déjà plus de 22h. Avec une lampe de poche, il commence à parcourir les premières centaines de mètres du chemin d'accès, à travers l'épaisse forêt qui domine encore à cette altitude plutôt basse, éclairée par sa seule lampe de poche, bien frêle dans la nuit noire. Il avance difficilement, franchit la fourche sud de la rivière Stillagamich. Pas tout à fait à gué, mais tant pis. Il avance et sent qu'il monte doucement en altitude, en grimpant jusqu'au Vesper Peak lui-même. C'est déjà, de nuit, seul, un exploit. Mais là, comble de malchance, Kevin trébuche et casse sa lampe de poche, le forçant à retourner à son véhicule et à abandonner la recherche. Il se sert de son téléphone portable pour avoir un peu de lumière et rejoint sa voiture. C'est là
entre 1h30 et 2h en pleine nuit, qu'il va rencontrer le sergent John Q et son adjoint Peter Desk, tous deux du bureau du shérif du comté de Snohomish, détachés en fait au sein des équipes de recherche et de secours. Les deux professionnels conseillent à Kevin de ne pas repartir, ainsi seul sur cette course, sans équipement adapté. La chance, lui disent-ils, sourit rarement 2 fois aux imprudents. Alors, les deux officiers vont donner à Kevin, fermement résolu à repartir, de la nourriture et une grosse lampe frontale, avant de contacter les équipes de recherche et de sauvetage, composées de bénévoles, tous issus du comté de Snohomish, pour une aide immédiate. Mais, au petit jour naissant, Kevin revient au point de départ, fourbu, exténué, harassé de fatigue, et sans aucune réponse à toutes ces questions. La recherche officielle de Sam, la jeune femme désormais considérée comme disparue de façon inquiétante, commence dès 6h à l'aube du jeudi 2 août 2018. Le bureau du shérif du comté de Snohomish a commencé par faire procéder à une perquisition à l'intérieur du véhicule, Ford Fiesta, un acte judiciaire technique assez long. Car il s'agit de trouver un élément, un indice, un signe susceptible d'orienter l'enquête. Quant aux volontaires rassemblés, au fur et à mesure de leur arrivée sur le site, ils sont repartis en petite équipe pour passer au peigne fin toute la randonnée. Le bureau du shérif du comté de Snohomish a également mobilisé son hélicoptère local, équipé d'une caméra infrarouge pour pouvoir scanner le paysage et la piste à la recherche de signatures de chaleur. S'ils ont bien repéré un arbre en feu, preuve que la caméra fonctionne et réagit correctement, il n'y a pas de trace de Sam. Au total, on estime que pas moins de 70 chercheurs à pied, 14 équipes de chiens et des hélicoptères ont fouillé toute la région des Vêpres, en vain, sans décompter les aides locales ponctuelles. Un groupe spécialisé de bénévoles formés pour explorer Vesper, du nom de Everett Mountain Rescue, bien aguerri à la montagne, s'est joint aux recherches. Tout comme d'autres groupes de montagnards chevronnés, venus des environs et même parfois de plus loin. Il faut dire aussi que tous ces groupes de sauveteurs bénévoles jouent un peu leur crédibilité dans ces recherches, alors ils ne lésinent pas sur les moyens et le temps passé. Et ces recherches, justement, vont durer tout le week-end, jusqu'au lundi 6 août 2018, au petit matin. Des chiens renifleurs et des traqueurs humains, experts en détection de traces, aussi infimes soient-elles, ont aussi parcouru les différents sentiers à la recherche de la moindre empreinte de pas, brindilles cassées, cailloux déplacés, passages aménagés ou non dans les cours d'eau, etc. Mais malheureusement, en vain. Pour compléter les moyens engagés, nous noterons également la présence d'une douzaine de secouristes militaires, eux aussi spécialisés dans les recherches complexes de personnes perdues, cachées ou disparues. Des sacs de secours contenant un poncho, une couverture de survie, des barres énergétiques, un briquet, une lampe de poche, de l'eau ont été laissés par milliers sur les différents sentiers, au cas où Sam repasserait par là. Mais, là aussi, au fil des jours, il faut se rendre à l'évidence. Aucun sac n'a été touché. Le samedi 4 août 2018, dans l'après-midi, le téléphone portable de Sam, qui est sur écoute depuis le premier jour de sa disparition, va à nouveau être activé. C'est peu dire qu'à la cellule de crise, coordonnée notamment par le sergent Adams, c'est l'effervescence. La connexion a pu se faire via un relais situé à proximité immédiate du sommet, seule zone correctement couverte par le réseau. Mais prudence, ne nous emballons pas trop vite. Car cette connexion peut aussi, techniquement, vouloir dire que Sam a pu essayer de se connecter à maintes et maintes reprises auparavant, sans jamais y parvenir, faute de réseau. C'est une donnée connue de tous les secouristes et professionnels, partout à travers le monde.
De façon plus étrange, le téléphone va indiquer, lors d'une seconde connexion, qu'il se trouve après géolocalisation à Bilton, sur la grande banlieue de Seattle, en fait au domicile de Sam et de Kevin. Décidément, c'est à rien n'y comprendre. Toutes les questions ici vont s'entrechoquer, à grande vitesse, à défaut de pouvoir livrer des réponses rationnelles. Si c'est bien Sam qui possède le téléphone portable et s'en sert, et cela peut paraître plausible, vu les circonstances, comment est-elle retournée à Seattle, sa voiture étant garée au parking du bas? A-t-elle fait du stop? Pourquoi Sam n'a-t-elle pas prévenu Kevin de son retour, même tardif, même 2 jours après le délai? Était-elle empêchée de le faire? Mais, une fois les contacts pris avec les autorités de police locales, les vérifications entreprises à Seattle vont s'avérer décevantes. Il n'y a pas la moindre trace de Sam dans l'appartement ou en ville. On trouvera finalement la raison de ce ping, surprise sur le téléphone de Sam, et elle n'y est pour rien. C'est en fait sa mère, en liaison avec l'opérateur téléphonique, qui avait chargé le profil de sa fille et a ainsi activé mécaniquement l'appareil. Fausse joie, donc, mais réelle inquiétude. Où est Sam? Un élément d'enquête troublant va apparaître, dès le week-end. Son petit ami, Kevin, a déclaré qu'elle avait bien déjeuné avec un homme non identifié avant de disparaître. Cet homme s'est rapidement fait connaître auprès des secours et a rapporté qu'après avoir déjeuné avec Sam près du sommet du pic Vesper, ce jour-là vers 15h, ce qui semble exact, il s'est inquiété pour elle. Après leur séparation, il l'a vue de loin, descendant la côte ouest de la montagne vers le lac Spada. Mais, trop loin, il ne pouvait ni crier, ni lui faire signe. Pour lui, c'était plus qu'évident, elle se dirigeait dans la mauvaise direction. Sur tous les réseaux sociaux existants à l'été 2018, des avis et des messages seront créés et relayés. Mais là aussi, telle une fatalité, rien ne viendra apporter la moindre lueur d'espoir. Comme on pouvait hélas s'y attendre, après 3 semaines d'intenses recherches, c'est le jeudi 23 août 2018 que les recherches officielles vont prendre fin. Toutes les hypothèses ont été étudiées, toutes les pistes ont été creusées et vérifiées, une à une. Les différents itinéraires que Sam ou un autre randonneur aurait pu emprunter ont tous été vérifiés et revérifiés, même les passages dangereux, escarpés et improbables. Des drones ont passé une centaine d'heures en vol et l'hélicoptère a été utilisé pendant plus de 350 heures. Le lac Spada a été fouillé par des plongeurs, mais il n'y a rien, aucune trace de Sam. Si la mère de Sam ne croit nullement à un accident et soupçonne un enlèvement ou une éventuelle implication de son petit ami, elle se heurte cependant au vide sidéral du manque de preuves pour étayer sa théorie. Peut-être l'explication est toute simple, plus simple qu'on le pense. S'agit-il d'un accident tragique et malheureux, impliquant une chute d'une falaise haute ou sur une pente raide et perfide? En effet, la région est connue pour son terrain difficile et piégeux, y compris les arbres tombés et les ruisseaux souvent déchaînés. Pour l'instant, les montagnes où Sam randonnait continuent de garder leur secret. Samantha, dite Sam par tous, était originaire de Girard, une petite ville située tout près du lac Erie, la fameuse région des Grands Lacs américains, au nord-ouest de la Pennsylvanie. Mais en grandissant, elle est très vite tombée amoureuse de la ville de Seattle, située dans l'État de Washington, un peu plus au sud. Elle avait une liaison quasi fusionnelle avec cette petite ville, consentiront à dire tous ses amis. Selon le district scolaire d'Erie, Sam a rapidement pris le nom de famille Stanbourne lorsqu'elle a obtenu son diplôme. Une requête en matière de changement de nom déposée au palais de justice du comté d'Erie indique explicitement que Samantha Sawyer a bien reçu l'autorisation du tribunal de changer son nom de famille. En mai 2009, après que son beau-père l'ait eu adoptée, elle et son frère, en février 2009.
Elle a ensuite fréquenté l'Université d'État de New York à Fredonia, où elle a obtenu en 2013 un baccalauréat en théâtre technique et en conception et technologie théâtrale, le tout accompagné d'une mention plus qu'honorable. Il faut dire que c'était là une de ses passions. Elle fréquentait un garçon, Kevin Darr, originaire de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, depuis plusieurs années. Il possédait une entreprise qui traite d'affaires immobilières, rénove et gère aussi divers biens immobiliers. Kevin, un père célibataire de 3 enfants, et Sam se sont initialement rencontrés sur le site de rencontre Tinder et ont immédiatement eu un coup de foudre. Il l'a décrite comme une fille super intelligente, cool, drôle, super motivée, tout ce que vous voulez chez un partenaire. Quant à Sam, outre le théâtre, mais malheureusement cela ne la faisait pas vivre. Faute de revenus suffisants, elle avait aussi intégré, après 2 ou 3 essais commerciaux peu encourageants, une société de nettoyage et d'entretien d'appartements et de maisons en location Airbnb. Fin août, une fois les recherches officielles arrêtées et seulement poursuivies dans le cadre normal des enquêtes quotidiennes, les membres de la famille ont cependant tenu à poursuivre les recherches, seuls, en engageant des moyens autofinancés dès le lendemain. Ainsi, avec des hélicoptères privés, des équipes de chiens pisteurs souvent venus d'associations de secours et l'aide précieuse d'un tracker professionnel, ils ont continué à sillonner la région, coller des affiches qu'il a fallu souvent renouveler et refaire inlassablement le parcours que Sam aurait, selon eux et en toute logique, emprunté. Cela a duré jusqu'en octobre, saison où le mauvais temps a commencé à sévir sur la région. C'est Kevin qui a coordonné l'ensemble des actions de recherche, collecté toutes les informations, vérifié tous les messages et appels reçus. Il est à noter que bien que les recherches officielles aient été arrêtées fin août, le sergent Adams s'est réinvesti à titre personnel et sur ses temps de loisirs dans les recherches. Il était plongeur amateur, cela tombait bien, notamment pour fouiller le lac Elan, loin de la zone suspectée de disparition, mais sait-on jamais. S'il ne pensait pas qu'il était probable que Sam se soit retrouvé là-bas, pour une raison défiant la logique, il a estimé que cela valait la peine d'essayer, mais en vain. Il n'y avait rien là-bas non plus. À la mi-octobre, comme déjà dit, la neige a commencé à tomber dans la région fouillée et les températures ont fortement baissé. Alors Kevin a décidé d'interrompre, pour le moment du moins, toute recherche. C'était vain. Plusieurs médiums, passionnés par l'affaire, ont contacté le bureau du shérif, disant que le corps de la jeune Sam se trouvait près des rochers, des arbres et de l'eau. Ce qui n'apportait guère plus de renseignements, il faut bien l'avouer. Une femme a même déclaré que son beau-frère, qu'elle n'appréciait pas plus que cela, aurait pu kidnapper Sam par hasard. La femme n'a cependant guère d'arguments à faire valoir si ce n'est sa haine envers son beau-frère. Car, un jour, en empruntant son véhicule, elle a dit que la carrosserie intérieure sentait le liquide biologique, ce qui est très peu scientifique. Le temps passant, l'hiver 2018-2019, laissant peu à peu la place à un printemps 2019 prometteur, aucun autre signe définitif de Sam n'a jamais été retrouvé. Des empreintes de pas et de pieds ont été revérifiées sans apporter là non plus aucune piste sérieuse sur des chemins empruntés régulièrement par des randonneurs. Sous la face nord abrupte de Vesper Pink, le bord d'un glacier a formé un fossé à la base de la falaise. Son fond était impossible à atteindre sous la glace. Mais pourquoi donc Sam serait-elle allée par là? Elle n'avait rien à y faire, rien à y voir. Fort de l'élément relatif à la calvitie, volontairement entretenu par la victime, comme nous le savons depuis sa disparition, le bureau du shérif a signalé diverses observations de femmes chauves à travers les États voisins.
et jusqu'à New York. Mais Sam n'était pas la seule femme chauve de la côte est des États-Unis. Un témoin a aussi affirmé très sérieusement avoir vu Sam jouer à une émission de télévision sur son portable lors d'une randonnée, mais, vérification faite, aucun lien formel n'a cependant pu être établi. Sam a-t-elle fait, seule sur ce chemin, une chute dans un endroit retiré et isolé, où ses appels à l'aide, si tant est qu'elle ait pu les prononcer, soient restés vains? C'est possible. Sam est-elle tombée dans l'un des cours d'eau de la région, ceux qu'il fallait franchir pour continuer l'escalade? On sait que l'eau n'y est que de quelques degrés, même en plein été, puisqu'ils viennent de la montagne et qu'ils sont souvent tumultueux. Là aussi, malheureusement, c'est possible. Sam a-t-elle été plus loin que prévu, hors des sentiers et des pistes balisées, pour une raison personnelle, une envie de découverte subite, un plaisir inassouvi d'aller toujours plus loin? Était-elle seule ou accompagnée d'autres randonneurs? Personne ne peut, à ce jour du moins, se prononcer sur cette hypothèse. Sam a-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle rencontré un prédateur sexuel? A-t-elle été kidnappée pour entrer de force dans un réseau de traite des blanches ou de prostitution? Sa mère, Lisa Yax Sawyer, croit toujours encore à cette hypothèse. Intuition de mère? Influence des médias? En tout cas, elle n'en démordra pas. Sam a-t-elle fait le choix de refaire une autre vie? Seule ou avec quelqu'un d'autre? Même si dans l'absolu, ce n'est pas à exclure. Son téléphone portable n'a jamais ressonné. Ses comptes bancaires n'ont pas bougé. L'argent sommeille toujours sur ses comptes bancaires. Ils n'ont jamais été en mouvement. Sa voiture n'a jamais été réclamée. Son dossier médical s'est arrêté le jour de sa disparition. Ses divers abonnements aux salles de sport, salles de spectacle, bibliothèques ont tous couru encore un certain temps sans qu'elle se manifeste. Donc, l'hypothèse reste très peu probable. Lisa, la mère de Sam, a également laissé entendre qu'elle croyait que Kevin pourrait être derrière la disparition de sa fille, même s'il a été signalé qu'il avait passé plus de 100 jours sur la montagne à la recherche de Sam. Elle allègue que Kevin a peut-être été violent envers elle et a cessé tout contact avec lui suite à cela. Toujours est-il qu'à ce jour, après des années de recherche, de spéculation et de fausses pistes, toutes vérifiées cependant, Samantha n'a malheureusement jamais réapparu. Elle est toujours portée disparue. C'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon cœur que Sam sera un jour retrouvé pour ses proches. Pour ma part, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.